Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur les modèles de la lumière et l'interaction entre la lumière et la matière. Les débats sur la nature de la lumière ont fait couler beaucoup d'encre chez les physiciens. La lumière est-elle une onde ou une particule? Certains, comme Newton, pensaient que la lumière était faite de particules. D'autres estimaient au contraire qu'elle devait plutôt être une onde. La question a divisé le monde scientifique jusqu'en 1801, lorsque Thomas Young a fait passer un faisceau de lumière à travers deux fentes parallèles et a observé des franges d'interférence. Ces franges s'expliquent très bien avec des ondes, mais ne collent pas du tout avec l'idée d'une lumière faite de particules. À la fin du 19e siècle, la question semble donc définitivement réglée. La lumière est une onde. Et comme toutes les ondes, elle résulte de la propagation d'une perturbation. La lumière est une onde électromagnétique, ce qui signifie qu'elle résulte de la perturbation d'un champ électrique en bleu et d'un champ magnétique en rouge, tous deux perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. Il s'agit donc d'une onde transversale. À la différence des ondes mécaniques, la lumière n'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager et peut donc se propager dans le vide, à la célérité de 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette célérité, comme toute vitesse, est le rapport d'une distance sur une durée. Comme l'onde est périodique, c'est le rapport de la longueur d'onde lambda par la période temporelle de l'onde, c'est-à-dire la durée d'un motif élémentaire. On peut écrire ce rapport de cette manière, et rappelez-vous, la période en secondes est l'inverse de la fréquence. Donc la célérité est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence, et si on cherche à exprimer la longueur d'onde, on obtient C sur F. Dans le cas des ondes électromagnétiques, la fréquence n'est pas notée F, mais la lettre grecque nu, à ne pas confondre avec le V de vitesse. On retiendra qu'une onde électromagnétique est caractérisée par sa fréquence nu, qui est liée à la longueur d'onde lambda par la relation lambda est égal à C sur nu, la longueur d'onde de la radiation dans le vide exprimée en mètres, la célérité de l'onde en mètres par seconde et la fréquence nu exprimée en hertz. Le spectre électromagnétique comporte différents domaines de longueur d'onde. Par exemple, pour des longueurs d'onde inférieures à 10 puissance moins 11 mètres, soit 10 picomètres, on a les rayons gamma. Ce sont des rayons qui sont émis lors de radioactivité ou dans la bombe atomique par exemple. Avec des longueurs d'onde un petit peu plus grandes, jusqu'à 10 puissance moins 8 mètres, c'est-à-dire 10 nanomètres, on a les rayons X, qui sont utilisés en imagerie médicale, en radiologie notamment, ou dans les scanners. Après, on a le domaine des UV, c'est ce qui fait que vous pouvez bronzer en été quand vous exposez votre peau au soleil. Ensuite, on a un tout petit domaine, qui est le domaine du spectre visible, qui s'étale à peu près entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Si on le met en écriture scientifique, on est à 4 × 10 puissance moins 7 mètres jusqu'à 8 × 10 puissance moins 7 mètres. Donc on est bien entre 10 puissance moins 7 et 10 puissance moins 6 mètres, soit 1 micromètre. Jusqu'à des longueurs d'onde d'1 millimètre, on a le domaine des infrarouges. Ces ondes sont utilisées dans les caméras nocturnes, dans les caméras thermiques, pour faire des diagnostics énergétiques par exemple, et encore dans les fibres optiques utilisées pour transporter l'Internet partout dans le monde. Donc dans des longueurs d'onde encore un petit peu plus grandes, jusqu'à l'ordre d'à peu près 1 mètre, on a les micro-ondes, qui sont utilisées évidemment dans le four à micro-ondes, mais aussi dans les réseaux Wi-Fi ou dans la téléphonie mobile. Les grandes ondes, au-delà de 1 mètre, ça peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres, sont utilisées en radio ou dans les radiotélescopes par exemple. On peut aussi graduer ce spectre en fréquences, donc qui est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, et les fréquences du spectre électromagnétique vont à peu près de 10 puissance 4 Hz à 10 puissance 23 Hz. La lumière peut être décrite comme une onde. Pourtant, le modèle ondulatoire ne suffit pas pour expliquer certains phénomènes que l'on observe. La catastrophe ultraviolette, par exemple, dont vous pouvez voir une vidéo si ça vous intéresse, elle poussera Max Planck à introduire un nouveau concept, le quantum d'énergie, qui sera à la base de la création d'une toute nouvelle physique, la physique quantique. L'effet photoélectrique a été mis en évidence en 1839, mais n'a toujours pas d'explication en 1900. C'est un phénomène que vous étudierez en terminale dans lequel on observe que la lumière peut arracher les électrons qui sont contenus dans un métal. Il faudra attendre 1905 pour qu'un certain Albert Einstein interprète cet effet. Inspiré par Planck, il annonce que la lumière est faite de paquets d'énergie appelés des quanta. Et un quantum est une particule de lumière. Un quantum des quanta. Le quantum de lumière sera plus tard baptisé photon et c'est une particule sans masse associée à une onde électromagnétique de fréquence nue. L'énergie E d'un photon est proportionnelle à la fréquence de la radiation considérée, E égale h nu,
avec E l'énergie en joules, nu la fréquence en hertz, et H la constante de proportionnalité qui est la constante de Planck qui vous sera toujours donnée qui est égale à 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Dans cette équation, l'énergie représente l'aspect particulaire du photon et la fréquence son aspect ondulatoire. Donc on a bien une dualité onde-particule. Rappelez-vous, lambda est égal à C sur nu. Donc nu est égal à C sur lambda. Et si on introduit l'expression de nu dans la relation précédente, on obtient Hc sur lambda. Donc on retiendra que l'énergie d'un photon est égale à H nu est égale à Hc sur lambda. La lumière interagit avec la matière, mais faisons d'abord quelques rappels sur les spectres lumineux. Si on prend une source de lumière blanche, qu'on la fait passer à travers un système optique qui permet de la disperser, donc c'est-à-dire de la décomposer, et qu'on observe le spectre obtenu sur un écran, on observe le spectre d'émission de la lumière blanche, qui est un spectre continu de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si on intercale sur le chemin de la lumière, par exemple du mercure gazeux, on observe le même spectre que tout à l'heure, avec un fond continu coloré, mais on observe des raies noires, c'est-à-dire des raies d'absorption. La lumière a été absorbée à certaines longueurs d'onde bien précises. Ces radiations absorbées sont caractéristiques de l'élément mercure. On obtient la même chose si on utilise par exemple de l'hydrogène gazeux. On obtiendra également un spectre d'absorption, mais avec d'autres raies d'absorption. Si on compare par exemple pour le mercure les raies qu'il est capable d'absorber et les raies qu'il est capable d'émettre quand on utilise par exemple une lampe à vapeur de mercure, donc du mercure chauffé qui va émettre sa propre lumière, on se rend compte qu'on obtient des spectres complémentaires, c'est-à-dire que les radiations absorbées par le gaz correspondent exactement aux raies émises par le gaz quand il est chaud. C'est une sorte de signature de l'élément mercure qui permet de l'identifier d'ailleurs, et on retrouve la même chose pour chaque élément. Ici par exemple pour l'hydrogène. Ce sont les spectres de raies qui vont offrir à Niels Bohr la clé du secret des atomes. En 1913, il postule que l'énergie d'un atome est elle-même quantifiée. Elle ne peut prendre que certaines valeurs appelées niveaux d'énergie. Pour comprendre la notion de quantification, regardons une animation. Quand un objet quantique, comme un atome par exemple, est placé dans une boîte, il se comporte comme une onde et ne peut prendre que certaines formes. Chacune de ces formes correspond à une énergie bien précise. L'énergie de l'objet apparaît par paliers discontinus. On dit du coup qu'elle est quantifiée. Il y a une certaine quantité, mais pas plus ni moins. Si on regarde ce qui se passe dans les atomes, vous savez déjà que les électrons dans l'atome ne peuvent pas se trouver n'importe où. Ils appartiennent à des couches électroniques. Donc on a la couche 1s sur la première période du tableau périodique. On a la couche 2, 2s, 2p dans la deuxième période du tableau périodique. Puis la couche 3, 3s, 3p. Et toute orbite intermédiaire est interdite. On peut représenter cette quantification par un diagramme de niveau d'énergie. À la verticale, on représente l'énergie des électrons. Sur la couche 1, de plus basse énergie, l'électron est dans son état fondamental. Pour passer à un niveau supérieur, l'électron doit absorber une énergie égale à la différence entre ces deux niveaux. Il peut par exemple absorber un photon qui a pile la bonne longueur d'onde et donc la bonne énergie. Il se hisse alors au niveau 2 et on dira que l'atome est dans un état excité. En revanche, si l'électron retombe sur un niveau inférieur d'énergie, c'est qu'il a libéré cette même quantité d'énergie en émettant cette fois un photon, et il retourne à l'état fondamental. À chaque atome correspond un ensemble unique de niveaux d'énergie. Les énergies mises en jeu étant de l'ordre de 10 puissance moins 19 joules, on va utiliser l'électronvolt qui est plus adapté à cette échelle. Le niveau d'énergie le plus faible d'un atome est associé à son état fondamental, qui est un état stable. Les niveaux d'énergie plus élevés sont associés aux états excités de l'atome. Il peut y en avoir plusieurs, et l'état de plus grande énergie possible correspond à un atome ionisé, c'est-à-dire que l'électron a été carrément arraché et l'atome est devenu un ion. Prenons par exemple l'atome d'hydrogène. Ce diagramme est propre à l'atome d'hydrogène et chaque atome a le sien. Les états excités sont en général instables et leur durée de vie est très courte. L'atome se désexcite spontanément en émettant un photon de l'énergie correspondante, ce qui explique les spectres d'émission de raies. Considérons par exemple la transition électronique du niveau 6 vers le niveau 2. Le photon émis aura pour énergie E6-E2, c'est-à-dire 3,3 électronvolts. On sait que l'énergie du photon est égale à Hc sur lambda, donc la longueur d'onde est égale à Hc sur delta E. On remplace par les valeurs numériques, 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde.
divisé par les 3,03 électronvolts à convertir en joules, attention, 1,06 fois 10 puissance moins 19 joules, on trouve 4,10 fois 10 puissance moins 7 mètres, soit 410 nanomètres, ce qui correspond pile à la transition violette observée sur le spectre de raie d'émission. Donc ce passage du niveau 6 au niveau 2 correspond à la raie d'émission violette du spectre d'émission de l'hydrogène. On peut retrouver de la même manière que les radiations bleues, cyan et rouge résultent du passage des niveaux 5, 4, 3 au niveau 2. Il existe d'autres transitions électroniques, mais pas dans le domaine du visible. On a vu le cas de l'émission de photons, voyons à présent le cas de l'absorption d'un photon. Si on vous dit qu'un atome d'hydrogène est dans son état fondamental et qu'il est soumis à un rayonnement de longueur d'onde 122 nanomètres, va-t-il pouvoir absorber ce photon? Pour ça, il faut déjà calculer l'énergie correspondante à ce photon. On sait que c'est égal à hc sur lambda, on remplace par les valeurs numériques, on n'oublie pas de convertir la longueur d'onde en mètres, et on trouve une énergie de 1,63 fois 10 puissance moins 18 joules, soit 10,2 électronvolts. À présent, il faut regarder si l'atome d'hydrogène dans son état fondamental est capable d'absorber ce photon d'énergie 10,2 électronvolts. Alors en l'occurrence, moins 13,6 plus 10,2 est égal à moins 3,4. Donc oui, ce photon va pouvoir être absorbé, il correspond pile à l'énergie entre le niveau 2 et le niveau 1. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Vous devez être capable d'utiliser une échelle de fréquence ou de longueur d'onde pour identifier un domaine spectral. Vous devez être capable de citer l'ordre de grandeur des fréquences ou des longueurs d'onde des ondes électromagnétiques utilisées dans divers domaines d'application. Par exemple, les rayons X dans l'imagerie médicale, les signaux Wi-Fi pour les micro-ondes, les infrarouges, etc. Vous devez connaître la relation entre la longueur d'onde, la célérité de la lumière et la fréquence, ainsi que l'énergie d'un photon qui est égale à la constante de Planck fois la fréquence de l'onde associée à ce photon. C'est aussi égal à hc sur lambda. Vous devez être capable d'exploiter un diagramme de niveau d'énergie pour expliquer l'absorption ou l'émission de photons. Pour ça, il faut regarder la différence d'énergie entre les différents niveaux électroniques et voir si ça correspond à un photon. Les transitions peuvent se faire entre n'importe quel niveau, mais la radiation associée ne sera pas forcément dans le domaine du visible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.